Notre planète ne cesse d'étonner par sa beauté et ses mystères. Parfois, il semble que chaque recoin ait été découvert et étudié depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vous invite à faire connaissance avec certains des territoires les plus inexplorés de la planète. Numéro 1. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom, en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants avec des dépôts de sel, des geysers de soufre et un lac de lave sur un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Bien que les conditions soient difficiles, les scientifiques ont fait d'importantes découvertes ici, comme les restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil semble être un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression, il y a des colonies où les gens vivent. Numéro 2. Une grande partie de la vallée de Javari, dans la forêt amazonienne, reste inexplorée et est habitée principalement par des tribus qui évitent tout contact avec le monde extérieur. Il s'agit de la plus grande réserve de peuples autochtones de l'Amazonie, à la frontière du Brésil et du Pérou, avec une superficie comparable à la taille du Portugal, soit environ 85,34 km². Environ 2000 personnes de 14 tribus y vivent et sont hostiles envers les étrangers. Ces tribus protègent leurs terres et la nature environnante en raison des attaques constantes des braconniers brésiliens dans les forêts tropicales. Malgré la protection des autorités brésiliennes, ces tribus vivent loin de la civilisation et ont choisi un mode de vie en harmonie avec la nature. Numéro 3. Grâce à des images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures fortifiées qui ressemblent à des châteaux ont été trouvées, datant d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation Garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Au cours de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures jusqu'à 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique avec des sécheresses incroyables. Numéro 4. Sari-Sarinama est l'un des plus anciens plateaux de la région sud de la Guyane et du Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Xen a découvert d'énormes trous dans la région, mais leur exploration s'est avérée être un défi. La première expédition, en 1974, a pris plus de 10 ans à préparer. Lorsqu'ils sont descendus par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu des difficultés à sortir par leurs propres moyens et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe a découvert 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 dolines, la plus grande étant la Sema Humboldt, avec 1350 mètres de profondeur. Les habitants croient que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant en provenant. Numéro 5. En 1993, l'électricien français Émile Larrey fait face à une situation compliquée dans le désert. Sa voiture, une Citroën 2CV, est tombée en panne à mi-chemin d'un poste militaire dans le désert marocain. Au lieu de paniquer, Larrey a décidé de démonter sa voiture et d'utiliser les pièces pour construire une moto, car réparer la voiture n'était pas possible et marcher n'était pas une bonne option. La tâche a pris 12 jours, mais avec suffisamment d'eau et de nourriture qu'il avait apporté, il a pu construire la moto.
Bien que la police l'ait condamné à une amende pour conduite d'un véhicule non immatriculé, l'arrêt n'a pas été dérangé, car cette moto de fortune était essentielle à sa survie dans le désert du Sahara. Numéro 6. L'exploration de cœurs volés et de mystères anciens révèle souvent des reliques fascinantes, et le cœur d'un saint est une découverte obsédante qui ressemble à quelque chose d'un thriller. Dans un épisode de vol surprenant et bizarre, le cœur de Saint Laurence O'Toole a été volé dans la cathédrale Christ Church de Dublin en 2012. Ce braquage audacieux a été méticuleusement planifié. Le voleur s'est caché toute la nuit dans la cathédrale avant de commettre son exploit. Cutter à la main, il a réussi à ouvrir les barres de fer qui protégeaient la boîte en bois où était conservé le cœur du saint. Dans un acte curieux et quelque peu effrayant, il a allumé 2 bougies sur l'autel de la Trinité avant de s'échapper. Au moment du vol, le très révérend Dorman of Christ Church a souligné que même si la relique n'avait aucune valeur économique, il s'agissait d'un trésor inestimable qui reliait la fondation actuelle de la cathédrale à son personnage fondateur, Saint Laurent O'Toole. Ce saint, nommé archevêque de Dublin en 1162, meurt en Normandie en 1180 et est canonisé en 1225. Célèbre pour les miracles associés à son tombeau, son cœur était revenu en Irlande et était exposé dans la chapelle Saint-Laurent. 6 ans après le vol, l'histoire a pris une tournure inattendue lorsque la police irlandaise a fait une percée cruciale dans l'enquête. Ils ont trouvé la relique dans le parc Phoenix, après une opération de surveillance approfondie. Le cœur a été rendu à la cathédrale Christ Church, mais malgré des tests médico-légaux, y compris l'analyse des empreintes digitales, aucune arrestation n'a encore été effectuée en lien avec ce crime étonnant. Numéro 7. Les bronzes de Rias, également connus sous le nom de guerriers de Rias, sont l'une des découvertes les plus impressionnantes de l'art grec antique, représentant une rare survivance de statues de bronze grandeur nature de l'Antiquité. Découverte en 1972 par Stefano Mariottini, un chimiste romain, ces 2 statues représentent des guerriers barbus, l'un semble être un jeune homme et l'autre un homme plus âgé. On estime qu'ils datent entre 460 et 450 avenue Jésus-Christ, à l'apogée de la Grèce classique. Mariottini a fait sa découverte en pêchant dans la mer Ionienne, près de Rias, une petite ville du sud de l'Italie. Au début, il pensa avoir trouvé un cadavre, mais en l'examinant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait de l'une des statues. L'importance de leur découverte est devenue évidente, car les bronzes grecs de taille normale sont extrêmement rares, car la plupart ont été fondus au fil des siècles pour leur métal précieux, ce qui a entraîné la perte d'innombrables chefs-d'œuvre. Après avoir contacté les autorités locales, les statues ont été récupérées du fond marin. Bien qu'ils n'aient pas été manipulés avec le soin nécessaire, pendant près d'une décennie, les bronzes de Rias sont restés cachés du public pendant que des experts les nettoyaient, les restauraient et les étudiaient méticuleusement. Finalement, ils ont été présentés au public en 1981, attirant immédiatement l'attention de plus d'1 million de visiteurs venus admirer ces extraordinaires vestiges de la Grèce antique. Cependant, le mystère de la façon dont ces statues grecques se sont retrouvées dans la mer Ionienne, au large des côtes italiennes, reste non résolu. Numéro 8. En 2022, un groupe d'archéologues du Guatemala a mis au jour les vestiges d'une ville maya cachée depuis des siècles sous la jungle. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'utilisation de la technologie d'imagerie radar, qui a permis aux chercheurs d'identifier des structures et des routes anciennes qui étaient auparavant invisibles à l'œil nu. Les vestiges comprennent des pyramides, des places et un certain nombre de bâtiments qui auraient fait partie d'un important complexe urbain à l'époque classique de la civilisation maya. Parmi les découvertes les plus intrigantes, on trouve des hiéroglyphes et des artefacts qui suggèrent que cette ville était un centre culturel et religieux important. La découverte donne non seulement un aperçu de l'architecture et de l'urbanisme des Mayas, mais révèle également des aspects de leur vie quotidienne, de leur organisation sociale et de leur histoire. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent, les archéologues espèrent en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante et son héritage dans la région.
Les deux découvertes sont des exemples impressionnants de la façon dont l'archéologie peut déterrer des secrets cachés et offrir de nouvelles perspectives sur les cultures anciennes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Numéro 9. En 2020, une découverte fascinante a eu lieu dans la région de Méto, en Israël, où les archéologues ont mis au jour une ancienne ville datant de l'âge du bronze. Cette découverte est importante non seulement en raison de l'ampleur de la ville, mais aussi en raison des nombreux artefacts qui indiquent sa signification religieuse. Les chercheurs ont trouvé des autels et des objets de culte qui suggèrent que cet endroit pourrait avoir été un centre religieux important à son époque. La ville révèle un urbanisme marquant pour son époque, qui remet en question les perceptions antérieures sur l'organisation sociale et architecturale du Proche-Orient ancien. Ce site archéologique, qui avait été caché sous des couches de terre et de gravats pendant des millénaires, met en lumière les pratiques et les croyances des civilisations qui habitaient la région. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues lors de fouilles programmées. En déterrant les structures et les artefacts, ils se sont rendus compte que ce site n'était pas seulement une colonie, mais qu'il avait également un caractère sacré, reflétant l'intersection entre la vie quotidienne et la spiritualité à l'âge du bronze. Les chercheurs continuent d'étudier le site pour mieux comprendre la vie et les croyances des personnes qui l'habitaient. Cette découverte souligne l'importance de Méto en tant que point clé de l'histoire ancienne et souligne la valeur de l'archéologie dans la révélation du riche patrimoine culturel de l'humanité. Au fur et à mesure que de plus en plus d'aspects de cette ville antique sont explorés, les connaissances sur son histoire et sa pertinence dans le contexte de l'âge du bronze continuent de croître, promettant de nouvelles révélations intrigantes à l'avenir. Numéro 10. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une cité mythique d'or que l'on dit cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, qui trouve son origine dans les traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et inégalées. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les histoires de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris des voyages périlleux dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait de l'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques, du pillage des cultures indigènes qui produisaient d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, alimentant l'hypothèse que des fortunes encore plus grandes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme Eldorado est dérivé du rituel muisca de l'homme d'or, dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant de le jeter cérémonieusement dans le lac Gatavita. Cette pratique, dont ont été témoins les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes sont partis de Cusco, au Pérou, dans la périlleuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, la maladie et la résistance tribale. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères des peuples autochtones, l'expédition n'a pas été en mesure de trouver des preuves tangibles de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser complètement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne. Bien qu'il n'ait pas atteint les richesses promises par Eldorado, les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à son existence. Selon les rapports européens, l'Amazonie était considérée comme inadaptée aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon par Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question ce point de vue. Les fouilles près du cours supérieur de la rivière Singu ont révélé d'énormes travaux de terrassement et des routes qui indiquent d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés par satellite indiquent un réseau de villages interdépendants qui s'étend sur des milliers de kilomètres, ce qui complique notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces résultats ne reflètent pas la majesté d'Eldorado.
Les tactiques autochtones pour tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à s'aventurer dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la cité perdue. Numéro 11. Dans le comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, une tombe néolithique plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes. Construit vers 3200 avenue Jésus-Christ, il fait partie du complexe de Brunnaboine, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et Dowth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut, et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant de lieux lointains, tels que les montagnes de Mourne et de Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les os humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver, à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un but religieux ou cérémoniel, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement faite de rochers de quartz blanc, et la présence d'un cercle de pierre qui l'entoure accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, car on pense qu'il a été la demeure de divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale dans les histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres étaient unis. Les études archéologiques, en particulier celle de Mel O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade de la tombe pour un accès facile aux visiteurs, bien que controversées, ont aidé à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les plabords, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 12. La ville de Machu Picchu, une forteresse dans la roche, est l'une des découvertes les plus fascinantes faites au Pérou. Cette ville a été découverte pour la première fois en 1911 par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs découvertes intéressantes ont été faites, mais la plus excitante de toutes est peut-être la porte secrète découverte en 2010. C'est l'ingénieur français Thierry Hamin qui a remarqué cette porte murée dans la partie urbaine du Machu Picchu. Excité par le mystère qui pourrait se cacher derrière ces pierres, Hamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter sur la découverte. Crespi a apporté avec lui un équipement spécialisé qui utilisait des rayons infrarouges pour balayer les pierres épaisses et au moins découvrir ce qui était caché derrière la porte de pierre. Lorsqu'ils ont finalement scruté la porte, la découverte a été surprenante. Crespi et Hamin ont localisé un mausolée spécial auquel on pouvait accéder par un escalier qui commençait juste à cette porte. On croyait que c'était le dernier lieu de repos de Pachacutec, le souverain inca qui a ordonné la construction du Machu Picchu. Cependant, la surprise finale a été la découverte d'un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée. Leur excitation était palpable, et sans perdre de temps, Crespi et Hamin demandèrent la permission d'enlever les pierres qui couvraient la porte et d'examiner ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, sa demande a été rejetée. Les autorités du Machu Picchu ont affirmé que l'enlèvement des pierres pourrait compromettre l'intégrité de l'ensemble de la structure, ce qui pourrait provoquer un effondrement. Comme ils n'étaient pas prêts à prendre ce risque, les fouilles ont été annulées. Numéro 13. La Nouvelle-Zélande est connue pour ses paysages époustouflants,
sa riche culture maori et son histoire géologique unique. Cependant, parmi les forêts luxuriantes de l'île du Nord, près du majestueux lac Taupo, se trouve une structure énigmatique qui a déconcerté les archéologues, les géologues et les passionnés d'histoire pendant des années. Le Kemana est une mystérieuse formation de blocs de pierre à l'aspect presque artificiel, qui a été au centre d'un débat intense sur son origine, son but et sa signification dans l'histoire de la région. Le Kemana est situé au cœur de la forêt de Kema, une vaste étendue de nature sauvage préservée dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cette forêt fait partie d'une région montagneuse et isolée, caractérisée par une végétation dense, un terrain accidenté et un accès difficile. Pour se rendre au Kaimana, il est nécessaire de traverser des routes peu fréquentées et, dans certains cas, de faire des randonnées le long de sentiers que seuls les aventuriers les plus intrépides osent emprunter. Cet endroit isolé a contribué au mystère qui entoure la structure, car seul un petit nombre de personnes ont eu l'occasion de la voir de près. La proximité du lac Kaimana avec le lac Taupo, le plus grand lac de Nouvelle-Zélande et un vestige d'une caldeira volcanique, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue géologique à la région. L'environnement environnant est imprégné d'histoire naturelle, avec des couches de cendres volcaniques et des formations géologiques uniques datant de milliers d'années. C'est dans ce contexte naturel impressionnant, chargé d'histoire, que se trouve le mur de Kaimana, comme s'il s'agissait d'une pièce de plus d'un puzzle géologique et culturel qui doit encore être résolu. Le mur de Kemana est, à première vue, une formation de blocs de pierre étonnamment organisés. Les blocs, qui varient en taille, sont disposés selon ce qui semble être un motif régulier, avec des bords droits et des faces plates, ressemblant à des murs construits par d'anciennes civilisations humaines. Cette apparence artificielle est ce qui a suscité tant de débats et de fascination. Les blocs sont alignés dans une formation qui semble horizontale, et certains observateurs ont noté que les angles entre les blocs sont remarquablement précis, presque comme s'ils avaient été délibérément sculptés pour s'adapter de cette façon. Le mur n'est pas extrêmement haut, mais son extension horizontale et la façon dont les blocs sont empilés le distinguent dans l'environnement naturel. Cette conception organisée contraste avec les formations rocheuses naturelles de la région, qui ont tendance à être plus déchiquetées et chaotiques. Une caractéristique qui en a intrigué plus d'un est l'absence apparente de marques d'outils sur les blocs de pierre. Si le mur de Kaimana était artificiel, on s'attendrait à ce que des preuves de travail humain soient présentes, comme des marques de ciseaux ou des coupes précises. Cependant, ces marques ne sont pas présentes, ce qui amène certains à se demander s'il pourrait vraiment s'agir d'une formation naturelle qui ressemble simplement à une structure artificielle. L'un des débats les plus intenses sur le mur de Kemana est de savoir s'il s'agit d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle. Cette question a divisé la communauté archéologique et géologique, avec des débats passionnés de part et d'autre. Ceux qui soutiennent l'idée que le mur de Kaimana est une structure artificielle soulignent les lignes droites et la disposition ordonnée des blocs comme preuve de l'intervention humaine. Ils soutiennent qu'il est peu probable qu'un processus naturel puisse créer une formation aussi organisée, en particulier avec la précision apparente des angles et la planéité des faces des blocs. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mur ou d'une structure défensive construite par une ancienne civilisation qui habitait la région avant l'arrivée des Maoris. D'autre part, de nombreux géologues et scientifiques soutiennent que le mur de Kemana est une formation naturelle. Ils indiquent que des processus géologiques tels que l'exfoliation, ou des couches de roches se détachent en feuilles en raison de la dilatation et de la contraction thermique, comme la cause probable de l'apparence du mur. Selon cette théorie, l'aspect organisé du mur de Kaimana est le résultat de la fracturation naturelle de la roche en blocs géométriques, un phénomène qui, bien que rare, n'est pas inconnu en géologie. Pour ceux qui croient que le mur des Kaimana est une structure artificielle, l'une des théories les plus intrigantes est qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation pré-maori inconnue. Cette théorie suggère que, avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, il y a peut-être eu une culture avancée qui a laissé sa marque sur la région à travers des constructions telles que le mur des Kaimana. Certains partisans de l'idée d'une civilisation pré-maori soulignent les légendes et les mythes d'autres groupes polynésiens,
ainsi que des parallèles possibles avec des structures mégalithiques dans d'autres parties du monde, comme les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique concluante n'a été trouvée pour soutenir l'existence d'une civilisation avancée en Nouvelle-Zélande avant les Maoris. Cette théorie soulève également des questions sur la façon dont une civilisation aussi ancienne et avancée aurait pu disparaître sans laisser de traces claires, autres que des structures comme le mur de Caïmana. L'absence d'artefacts, de restes humains ou de preuves d'établissement dans la région rend cette théorie difficile à prouver, mais en même temps, elle maintient le mystère vivant. Au fil des ans, plusieurs équipes de scientifiques et de géologues ont étudié le mur de Caïmana pour tenter de démêler son origine. La plupart de ces études ont conclu que la structure est d'origine naturelle, malgré son apparence inhabituelle. L'analyse géologique a suggéré que le mur de Caïmana pourrait être le résultat d'un type de formation connu sous le nom de joint colonnaire ou de fracture colonnaire. Un phénomène où les fractures de lave refroidie se sont transformées en colonnes verticales ou horizontales. Ce processus peut créer des blocs de roche qui ressemblent à des briques ou à des blocs sculptés, comme on l'a vu dans d'autres endroits du monde, comme la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, malgré ces explications scientifiques, l'aspect trop parfait du mur de Caïmana continue de susciter des doutes. Les sceptiques de la théorie naturaliste soutiennent que la précision des angles et l'alignement des blocs sont trop exacts pour être complètement naturels, suggérant qu'il pourrait y avoir plus dans l'histoire du mur de Caïmana que ce que la science conventionnelle a pu expliquer jusqu'à présent. Il est intéressant de noter que le mur de Caïmana ne semble pas avoir de signification particulière dans la mythologie ou les légendes maoris. Les Maoris, le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition orale qui comprend des histoires de leurs ancêtres et des dieux qui ont créé la Terre. Cependant, il n'y a pas de mention spécifique du mur de Caïmana dans ces traditions. Cela a conduit certains à spéculer que, si le mur des Caïmana était effectivement une structure artificielle, il aurait pu être construit avant l'arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande, ce qui renforcerait la théorie d'une civilisation pré-maori. D'autre part, l'absence de références culturelles pourrait également étayer la théorie selon laquelle la structure est simplement une formation géologique naturelle, car les Maoris n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans leurs histoires s'ils ne l'avaient pas considérée comme importante. Numéro 14. Imaginez un lieu où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. Il s'agit d'Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques du monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères non résolus. Construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor Wat n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'Empire Khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales s'élevant comme les sommets d'une montagne mythique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se cache entre ces murs. En vous dirigeant vers Angkor Wat, vous êtes accueillis par de vastes bas-reliefs qui racontent des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois khmers. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Des couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux où la lumière du soleil pénètre à peine, et des statues de divinités oubliées vous observent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé d'une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, revendiquant lentement sa domination, enveloppe les temples de ses racines, créant un paysage surréaliste où la nature et l'architecture se fondent dans une danse éternelle. On dit que le complexe est le reflet du mont Meru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et lorsque vous vous promenez sur ces terres, vous avez l'impression d'avoir franchi un seuil vers un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à essayer de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une structure aussi monumentale a-t-elle pu être construite sans la technologie moderne ? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation florissante ? Chaque découverte semble soulever plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure ce lieu.